D'abord, je voulais vous saluer toutes et tous et puis vous remercier pour me permettre d'intervenir lors de cet événement. Lorsque Patrice m'a présenté les différents participants, je me suis dit que voilà, vous parlez de biomimétisme, c'était intéressant, et peut-être faire un effort pour essayer de relier ça aux enjeux humanitaires et puis d'explorer peut-être ensemble les possibilités offertes par le biomimétisme. Alors, moi, je me présente rapidement. Je suis donc directeur d'un campus d'une école d'ingénieurs à Lille, qui est l'ESME. Et donc, j'ai aussi une double charge. Je suis directeur de l'innovation pédagogique. Je suis attaché à la direction de la formation à l'école. Je suis également membre d'un collectif bio-inspiré en Hauts-de-France qu'on a lancé pour dynamiser la région sur ce sujet. On est suivi par l'ADEME, on est suivi par la région Hauts-de-France. Et puis, je suis également membre du Lions Club International et j'ai la chance d'être secrétaire du Lions Club du club de Lille-Wattignies. Voilà, donc à ce titre-là, voilà, j'interviens aujourd'hui à la fois pour le SME, à la fois avec ce côté du Lions Club International. Alors, ce que je vous propose, c'est tout d'abord de revenir sur le biomimétisme, donc parler un peu d'innovation bio-inspirée, des principes de coopération, de tout ce qui fait le biomimétisme, et puis ensuite de voir un petit peu, revoir un petit peu ces enjeux humanitaires auxquels beaucoup de pays sont confrontés, et puis de voir un peu quels sont les liens, quelles sont les possibilités offertes par le biomimétisme. Voilà, donc Johan, s'il te plaît, tu peux parler plus lentement? oui. Ok, donc je vais ralentir un peu. Merci. Alors, tout d'abord, le biomimétisme. Alors, dans ce terme, biomimétisme, vous avez une partie du terme qui est bios, qui signifie la vie, et une autre partie, mimésis, qui vient du terme mimésis, qui veut dire imiter. Alors, au début, le biomimétisme, ça existe depuis très longtemps, hein. Ça a commencé avec Léonard de Vinci, et puis on a plein d'exemples de bio-inspiration. Ça a été retravaillé par Janine Benyus, qui est une biologiste et écologiste américaine, qui dans les années 90 a retravaillé cette notion et l'a retraduit en termes de philosophie, d'approche conceptuelle qui prend la nature comme modèle et qui permet de relever les défis du développement durable. Donc il y a une partie bio-inspiration. Alors on connaît, je vous ai mis l'image là du premier avion avec ses ailes là, qui imitent les ailes des oiseaux, des chauves-souris, c'est Clément Ader. Et puis je vous ai mis aussi la tour Eiffel, dont les treillis sont inspirés des treillis osseuses qu'on retrouve dans l'os du fémur, qui est l'os le plus résistant du corps humain. Là, il faut savoir que par exemple, la tour Eiffel est plus légère que le cylindre d'air qui la contient. Voilà, donc ça, c'est des choses intéressantes, la bio-inspiration. Et dessus, elle a rajouté vraiment ce développement durable, c'est-à-dire la prise de responsabilité entre la responsabilité économique, sociale et écologique. Voilà. Et je rajouterai une petite notion, c'est la durabilité. On parle de durabilité faible quand c'est lié encore à des modèles économiques existants où les ressources sont interchangeables, et la durabilité forte où au contraire, on prend en compte la limite des ressources et on les préserve. Alors, le biomimétisme, c'est une démarche d'innovation responsable qui est transdisciplinaire, qui fait intervenir plusieurs corps de métier. Vous avez des chercheurs, des ingénieurs, des designers qui travaillent sur le sujet et qui collaborent. Mais vous avez aussi différentes disciplines, la biologie, la physique, les mathématiques, la mécanique, etc. Voilà. Et donc l'idée, c'est le vivant dont l'homme fait partie, c'est 3,8 milliards d'années de R&D voilà, qui peuvent nous inspirer. Alors justement, si on reprend le temps de la vie, si on ramène 4,5 milliards d'années depuis la création de la Terre en une seule année, eh bien on voit que le 1er janvier, c'est la naissance de la Terre, le 1er mars, la naissance de la vie, puis l'apparition d'organismes pluricellulaires, le 20 novembre, apparition des premiers poissons, le 22 novembre, l'apparition des premières plantes terrestres, le 13 décembre,
l'apparition des premiers mammifères, apparition des premières plantes à fleurs 20 décembre, apparition des Homo sapiens n'arrive que le 31 décembre à 23h54. Vous voyez, dans cette échelle du temps de la vie, finalement, pour l'instant, on ne représente pas une part vraiment importante, mais toute la biodiversité, toute la nature, elle représente beaucoup plus d'années d'évolution. Et puis, le 31 décembre, à 23h59, on a les révolutions industrielles et l'entrée de l'homme dans l'ère industrielle, avec une conséquence qu'on connaît bien, hein, et une ère qu'on appelle l'anthropocène, à cause de tous ces déchets plastiques qu'on retrouve partout dans le monde, et puis toutes ces pollutions. Et voilà, on a aujourd'hui le sentiment que l'humanité a perdu cette maîtrise de sa durabilité. Et c'est vraiment une quête qui occupe tout le monde. Et donc, on a des exemples, hein. Il a fallu 20 000 ans, depuis la dernière ère glaciaire jusqu'à l'ère industrielle, pour avoir les températures augmentées de 5 degrés. Donc, 20 000 ans, ça laisse au monde la possibilité de s'organiser, de s'adapter. Là, depuis l'ère industrielle, le début de l'ère industrielle, et on estime à peu près en 2050, on aura fait un bond de 3 à 4 degrés en réchauffement. Donc, on voit que l'activité humaine sur ces derniers temps a provoqué des changements qui sont quand même violents à l'échelle du temps de la vie. Donc, cette question de reprendre la maîtrise de notre durabilité, de faire attention à ce qui va se passer dans les années à venir, hein, où ce monde qui a été secoué rapidement va réagir. Alors, il y a dans le biomimétisme la bio-inspiration, donc qui permet justement d'aller chercher des connaissances dans le vivant, mais il y a différents, c'est ordonné. Alors, dans les différents types de bio-inspiration, d'abord, il y a apprendre des résultats de l'évolution. Alors, c'est principalement comprendre la relation entre la forme et la fonction. Alors, je vais vous donner des exemples. On a par exemple, l'un des exemples les plus connus, c'est le velcro, un principe d'adhésion sèche qui a été inspiré par une personne qui a remarqué que la fleur de bardane est une plante qui s'accroche facilement sur les poils des animaux. Et donc, en étudiant plus finement les petits crochets dont était conçue cette fleur de bardane, là, ça a été imité, et c'est le velcro qu'on connaît, hein, qui permet une adhésion sèche et réversible. Alors, le problème, c'est que c'est de la bio-inspiration, c'est sûr, mais au niveau de la durabilité, c'est pas terrible, puisque vous savez tous que le velcro est conçu, hein, à partir de plastique. Un autre exemple, c'est l'effet lotus, l'effet déperlant. Donc, des surfaces super hydrophobes, telles qu'on peut le retrouver donc, sur le lotus, mais aussi sur la feuille de chou. Vous avez une structure très fine qui permet d'empêcher l'eau de s'étaler, de mouiller la surface. L'enjeu pour le lotus, c'est d'optimiser la photosynthèse et donc d'utiliser ces perles qui glissent à sa surface pour se nettoyer. Alors, ça a été aussi une source d'inspiration pour concevoir des traitements de surface auto-nettoyants, déperlants. Alors là encore, c'est quelque chose qui est intéressant, mais la chimie derrière tout ça n'est pas forcément la plus propre. J'ai deux nouveaux exemples intéressants aussi. Le Chikanzen, dont c'est ce TGV japonais, hein, qui roule à peu près entre 270 et 285 km/h et qui avait un problème au franchissement des tunnels, c'était l'effet piston. En passant d'un milieu qu'on peut considérer comme étant peu dense à un milieu plus dense à l'intérieur du tunnel. Et donc, ça provoquait des turbulences, des vibrations, des chocs sonores. Et donc, l'ingénieur à qui on a confié cette mission, qui était un fan d'ornithologie, a remarqué que le martin-pêcheur, lui, lorsqu'il pêche, hein, il franchit cette barrière air-eau, donc un milieu peu dense à un milieu plus dense, avec une grande aisance, une grande efficacité. Et donc, il a redesigné le nez du train en imitant ce design du bec de l'oiseau, avec un gain en vitesse de 10% et une baisse de la consommation d'énergie de 16%. Donc là, on voit quelque chose d'un peu plus vertueux au niveau de l'usage, de la bio-inspiration.
Vous avez également les winglets, bien connus, hein, qu'on a vu là à l'extrémité des ailes des avions. Donc ça, c'est une innovation de la NASA, hein. Whitecomb, un ingénieur, là, qui travaillait sur les turbulences en bout d'aile de la navette lorsqu'elle était en vol. Et donc, en s'inspirant des rémiges primaires des grands rapaces, qui sont des plumes recourbées, voilà, on a redécouvert le fait que ces plumes permettaient aux rapaces de lutter contre les tourbillons, les frottements en bout d'aile, et ça lui permettait d'économiser son énergie. Alors ça, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent pour les rapaces, pour la prédation, hein. Les animaux doivent chasser pour leur nourriture, pour leur énergie, et donc l'énergie dépensée elle-même pour la chasse est optimisée au maximum. Donc là, ces rémiges primaires, cette courbure permet d'économiser de l'énergie, et on a un gain, par exemple, sur les Airbus A320 d'environ 4%. Et on sait qu'aujourd'hui, l'aéronautique, voilà, c'est un secteur qui doit vraiment se renouveler sur les dépenses énergétiques. On a également, dans l'aviation, on peut citer les peintures, hein, qui imitent des structures fines telles que celles de la peau de requin, hein, qui limitent la traînée, ou alors encore le vol en formation. Donc on sait qu'actuellement, des essais sont en cours sur le vol en formation, le vol en V, comme les oiseaux migrateurs. Et avec 3 km de distance entre avions, on peut espérer entre 5 à 10% d'économie d'énergie. Alors, on a également un autre niveau en bioinspiration, c'est apprendre des processus d'évolution. Comment le vivant a établi des stratégies d'optimisation, comment fonctionne l'intelligence en essaim, par exemple. Et donc, dans ce cas-là, on a deux grands exemples, hein. Le premier, c'est le GPS. Il faut savoir que le repérage par GPS a été conçu en pensant au fonctionnement des groupes de fourmis qui se déplacent, vous le savez, en déposant des phéromones. Et lorsqu'un chemin est très emprunté par les fourmis, ben voilà, il devient le chemin prédominant. Et ce sont des modèles à base d'algorithmes qui ont imité ce fonctionnement pour fluidifier, pour indiquer le meilleur chemin aux usagers, voilà, dans les circulations urbaines notamment. Un autre exemple, c'est l'optimisation en termes de matière et d'efficacité. Donc l'exemple là-haut, c'est vous avez le fémur, encore humain, avec une structure poreuse mais très résistante. Et puis aussi la structure de certains arbres, avec notamment tout ce qui est ces arbres qui fabriquent une matière en matériaux de liège, qui permet en fait d'avoir une résistance au feu, une résistance aussi au vent, puisque ce sont des matériaux qui résistent bien aux efforts mécaniques. Alors tout ça donnait des idées de modélisation, de design génératif. Alors aujourd'hui, c'est Autodesk, hein, l'entreprise voilà, de CAO qui est la plus avancée dans ce domaine. Et ils ont participé à de nombreux projets. Donc là, vous avez une carcasse de voiture, hein, qui utilise ce design, qui se génère en prenant en compte les contraintes. Et puis ici, vous avez ensuite à côté une paroi de séparation dans les avions qui a été retravaillée. Donc cette paroi, alors on la voit tout au bout avec, pareil, hein, une structure alvéolaire, une structure aérée. Cette structure, elle est 45% plus légère que la structure dont elle provient, et elle est 8% plus résistante. Voilà. Donc la matière, l'économie de matière dans le vivant, inspirant ici la conception, notamment dans l'aviation et dans l'automobile. Donc c'est tout à fait inspirant. Un dernier point, c'est les recettes de succès de l'évolution. L'évolution, on l'a dit, c'est plusieurs milliards d'années d'histoire et ce sont beaucoup d'essais-erreurs. Ces essais-erreurs, on imagine mal les refaire à notre échelle, ne serait-ce que pour la dépense énergétique de matière. Et donc, il vaut mieux aller directement chercher les principes qui ont permis cette durabilité dans le vivant pour nous en inspirer. Alors, il existe des principes du vivant. Alors, il y a plusieurs versions. Je vous présente ici une version qui est simplifiée et qui permet de redécrire les grands principes de durabilité dans le vivant. Alors, d'abord, le vivant fonctionne à l'énergie solaire. En général, dans la nature, c'est l'énergie la plus abondante qui est choisie par les êtres vivants. Hein, tout ce qui est nocif, généralement, est enfoui. Et tout ce qui est
positive, tout ce qui permet d'agir en faveur de la durabilité est maintenu. La nature dans le vivant ne génère pas de déchets. Ce qui est déchet pour l'un devient une ressource pour l'autre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit partout. Même le venin du serpent est biodégradable. Donc voilà, il y a plein de choses à s'inspirer sur le fonctionnement là, des écosystèmes. En général, la nature adapte la forme à la fonction. C'est ce qu'on a vu précédemment, hein, optimiser le design, la forme pour une fonctionnalité. Donc on a une convergence de formes, par exemple, entre certaines graines d'arbres équipées d'hélices et la forme de l'aile de l'oiseau. En général, le vivant utilise les richesses locales. Voilà, il n'y a pas de grands déplacements, sauf de certaines espèces animales, voilà, à travers le monde. Et donc, en général, le vivant, lui, s'installe dans une zone et va essayer d'optimiser son existence en fonction de ce qui est à disposition, et toujours avec ce principe de régénération pour maintenir sa durabilité. Il y a deux principes intéressants aussi, c'est la chimie compatible avec le vivant, où le solvant est l'eau, et ensuite la fabrication à température et à pression ambiante. Il existe des espèces d'éponges qui, dans les fonds marins, fabriquent de la fibre de verre à température très faible, et, voilà, et dans l'eau salée. Et donc ça, c'est intéressant quand on sait que, pour l'homme, fabriquer du verre nécessite de hautes températures. Voilà. Et donc, ces structures sont très efficaces et l'éponge utilise la bioluminescence afin d'attirer certaines espèces à l'intérieur pour voilà, aussi récupérer certains nutriments et constituer des cycles. On a également d'autres principes, c'est la nature s'organise grâce à l'information. Donc ça, l'information, c'est omniprésent, aussi bien dans les fonctionnements en essaim, comme je l'ai dit précédemment, mais également dans la transmission, donc c'est bien sûr tout ce qui est l'épigénétique, tout ce qui est la transmission par l'ADN hein, de l'information. La nature fonctionne par cycle, on l'a dit, donc ça peut être les cycles de réusage de la matière, mais ça peut être également les cycles jour-nuit. C'est-à-dire que là, on a vu dans notre monde s'accentuer cette mondialisation, on travaille le jour, la nuit et partout. Or, à la base, le vivant, lui, va faire varier des cycles d'activité avec des cycles de repos. Et il y a tout un tas de mécanismes d'ailleurs qui dépendent de ce repos également. Ça permet aussi à deux espèces d'occuper le même espace et de ne pas rentrer en concurrence. Il faut savoir que la nature évite absolument les confrontations et en général, lorsqu'il y a une opposition entre deux espèces, elles essayent le plus rapidement possible d'en sortir pour économiser l'énergie et pour la persistance de l'espèce en considération. En général, le vivant optimise plutôt que maximise. Alors ça, c'est le mieux ne veut pas dire plus, comme dans notre civilisation, hein, où c'est vraiment aujourd'hui quelque chose sur lequel on revient beaucoup. La nature encourage la diversité. Donc la diversité, c'est toutes les espèces animales, végétales, les champignons, les bactéries qui ont été créées à partir de quelques molécules du vivant, hein, le carbone, l'oxygène, l'azote, etc. Puis, on a aussi quelque chose, c'est le vivant va puiser sa créativité, ses principes d'innovation dans les limites qui lui sont imposées. Donc ça, c'est vraiment important. On a, nous, en tant qu'espèce humaine, souvent l'envie, cet attrait pour franchir certaines limites, hein, et on l'a fait souvent. Donc, il y a eu plein de bénéfices, mais aujourd'hui, on se pose des questions sur certains franchissements. Et puis, je vais faire un petit focus sur le vivant récompense la coopération. Hein, en ce moment, on parle beaucoup de la nature, l'autre loi de la jungle, puisque en fait, il n'y a pas de, ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas tant d'affrontements que ça, et la nature, le vivant va préférer la coopération. Je vous donne un exemple, ce sont les forêts. Alors souvent, on le néglige, mais planter un arbre ou deux arbres, ça ne fait pas une forêt. Une forêt, c'est beaucoup plus complexe, et notamment, il existe une espèce de champignons, les mycorrhiziens, qui vivent selon le principe du troc. Hein, ils sont en symbiose avec les arbres. Alors, eux, ce qu'ils savent faire, c'est décomposer les matières pour en tirer des nutriments. Donc les feuilles, voilà, c'est le principe
de recyclage de la matière vivante. Et puis l'arbre, lui, ce qu'il sait faire à partir de la photosynthèse, c'est produire des sucres, de la sève. Eh bien, le champignon, lui, va échanger nutriments contre sève. Et il va le faire autre chose également. Il va permettre dans une forêt aux arbres d'échanger de la sève. C'est pour ça que dans une forêt où vous avez des arbres très hauts, de petits arbres arrivent quand même à pousser, alors qu'ils sont moins éclairés par le soleil. Qu'est-ce qu'il se passe? Il y a des transferts de sève entre les arbres les plus hauts, les plus dominants, à ceux qui sont en croissance. Donc ça, ce principe de coopération, il est intéressant et ça permet à la forêt de s'organiser et, voilà, et de constituer un véritable écosystème. Un autre exemple qui est assez connu, c'est celui de la ruche, qui possède un vrai système de management. Et on voit que des systèmes sont mis en place, il y a une évolution des rôles avec l'âge, il y a une diversité de créatrices au sein de la ruche, et puis il y a des projets communs, c'est-à-dire que la ruche œuvre à un seul projet et il y a un partage, voilà, entre les différents participants. Donc ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui intéresse beaucoup le domaine du management et de la gestion de projet, mais aussi le changement un peu de fonctionnement de certaines entreprises. Alors, comment le vivant innove? Alors, il existe une différence assez importante entre l'innovation par le monde du vivant et l'innovation par notre monde technologique. Il faut savoir que la grosse différence, c'est l'usage notamment de matière et d'énergie, et puis la prédominance de l'information dans le vivant. C'est-à-dire que peu de matière, peu d'énergie, c'est un développement frugal dans l'innovation et la recherche de solutions à des problèmes, alors que pour nous, nous sommes encore aujourd'hui sur un usage important de l'énergie et de la matière et moins de l'information. Voilà, donc ça, c'est vraiment une grosse différence. Cette étude-là de 2006 a comparé les méthodes de résolution par TRIZ, qui est une méthode de résolution de problèmes technologiques, et puis à comparer avec ce qu'on pouvait rencontrer dans le monde vivant. Alors, c'est d'autant plus important, cette intuition, cette prise de conscience de l'usage de l'énergie et de la matière, qu'on arrive aujourd'hui à des limites de la croissance. Donc, on parle beaucoup de croissance économique, on allie le bien-être des populations au PIB, etc. Mais voilà, dans ce rapport qu'on a aujourd'hui avec notre écosystème, c'est la durabilité faible. Lorsqu'une ressource est épuisée, on passe à une autre. Donc, on est passé du charbon au pétrole et aujourd'hui, notamment en France, on envisage le redéploiement du nucléaire. Ce qui, à un instant T, est positif, le sera-t-il pour les générations futures? On connaît tout un tas de problèmes liés à l'usage des centrales nucléaires. Il en faut, mais peut-être qu'il faut aussi repenser notre usage, changer notre imaginaire par rapport à ce qu'on peut entendre voilà, sur ces croissances et le développement. Alors, il existe des méthodes de bio-inspiration. Ça a commencé en 2017, c'était Pierre-Emmanuel Fahimi qui a travaillé sur une méthode d'innovation. Donc, c'est une double boucle TRIZ, pour ceux qui connaissent. Donc, il s'agit de passer d'un problème technologique à au vivant. Alors, comment ça se passe? On commence par analyser son problème, donc la notion d'impact, la notion de cause. Vraiment, on va retranscrire le problème et le retranscrire sous forme d'abstraction. C'est-à-dire qu'on va se détacher du contexte. Ce qui va nous permettre, grâce à une taxonomie, à une traduction des termes, on va dire, de nos défis technologiques vers des termes qui sont plus liés à la biologie et au vivant, et on va la rechercher dans le vivant des problèmes identiques. On va trouver des solutions. Ces solutions, encore une fois, vont donner lieu à une abstraction, puis on va traduire ça dans le domaine technologique. Et on recommence, s'il faut, par itération. Cette méthode, au départ, a été créée, donc a montré beaucoup d'intérêt, puisqu'elle était l'étude et la mise ensemble d'énormément de méthodes d'innovation et de créativité. Donc, c'était vraiment un bond en avant. Entre 2017 et 2021, un travail par le CEBIOS, le Centre d'expertise en biomimétisme, qui en France fédère toutes les recherches, tout l'écosystème du biomimétisme, ont donné lieu à un établissement d'une méthode d'éco-conception avec des étapes qui permettent
aux entreprises de mieux se situer pour un projet et pour l'usage d'une telle méthode. Le premier volet en boucle était plus difficile à cerner et on sait bien, dans une entreprise, dans un projet, on a besoin de connaître le temps que chaque étape va prendre, quels sont les interlocuteurs, qui doit se mettre autour de la table pour travailler. Et donc voilà, il y a eu cette méthode qui a été mise en place avec des variables souvent sur l'étude du problème et sur son application, le transfert vers le domaine technologique. Et puis, entre les deux, les étapes ont été plutôt bien définies et ça fonctionne. Alors, pour vous montrer un exemple, je vais vous partager une vidéo. Nature égale futur, c'est une chaîne sur YouTube qui démocratise et présente des exemples intéressants de biomimétisme et à qui le SME est associé. La nature sait parfaitement isoler ou réguler la température. Les termites, par exemple, conçoivent une architecture complexe pour chauffer ou refroidir leur termitière. Le toucan, lui, dispose d'un bec dont la fonction est de réguler la température de son corps. On a également découvert que l'ours polaire se protège du froid grâce à ses poils creux et isolants. La nature sait aussi optimiser, comme le nautile qui se déplace en contrôlant le volume d'eau qui remplit les différentes cavités de sa coquille. Toutes ces propriétés ne pourraient-elles pas s'appliquer à des objets de notre quotidien afin de les améliorer? Les grands projets de biomimétisme échappent un petit peu de la sphère intimiste que nous, on voulait travailler. Et donc, on a décidé de choisir la bouilloire. C'est un objet qu'on va utiliser au quotidien. Et aussi parce qu'il est la cristallisation d'un certain nombre de problématiques environnementales que sont la gestion de l'eau, la gestion de l'énergie. Notre approche a été de commencer par identifier des analyses environnementales de la bouilloire qui avaient déjà été faites par d'autres chercheurs. Et ce qui est sorti de ces analyses environnementales, c'est que l'impact principal environnemental de la bouilloire est dû à la consommation électrique en phase d'usage. Donc on a identifié principalement 3 raisons. La première, c'est qu'on a tendance à toujours chauffer trop d'eau. On va avoir chauffé 1 litre alors qu'on a besoin d'une tasse. La deuxième, c'est qu'on va chauffer à 100 degrés, parce qu'on n'a qu'un seul interrupteur. Donc notre idée était de pouvoir adapter cette température, parce que beaucoup de boissons ont leurs meilleurs arômes à des températures inférieures. Et notre troisième point a été de travailler sur l'isolation de la bouilloire. Parce que suite au scandale du cancérigène bisphénol A qui était dans les bouilloires en plastique, il y a eu un déplacement massif vers le métal, qui est une aberration thermique, dans le sens où, comme les radiateurs, le métal diffuse la chaleur. Donc on a voulu partir sur des matériaux qui allaient mieux la conserver. L'inspiration du vivant, c'est une clé d'entrée assez nouvelle et assez intéressante pour concevoir des produits de façon à la fois durable, mais également performante du point de vue fonctionnel. Ce projet est très interdisciplinaire. On a été à la rencontre de chercheurs en France, en Suisse, en Belgique, de spécialistes du design, de spécialistes de la biologie. Et ça nous a beaucoup enrichis dans nos réflexions aussi bien méthodologiques que purement formelles qui sont retrouvées dans l'objet. Donc nous avons identifié les animaux qui pouvaient apporter des solutions à ces problématiques. Les 4 animaux retenus ont été le toucan, les termites et leur habitat particulier, le nautile et l'ours polaire, chacun pour des propriétés spécifiques. Alors, le toucan, c'est une espèce extrêmement intéressante pour ce qui est de l'isolation thermique. Si vous faites une coupe de ce bec, si vous le sectionnez en deux, vous allez découvrir une structure alvéolaire très performante qui lui permet d'isoler tout en étant très léger et très rigide. C'est donc un principe que nous avons retenu pour la conception de la bouilloire, de créer une structure externe qui va être très isolante pour conserver l'eau chaude le plus longtemps possible, isolée du monde extérieur. Alors notre inspiration issue de la termitière a été son système de régulation thermique et plus spécifiquement de distribution de la chaleur. La termitière peut réagir thermiquement très vite, elle peut changer de température très rapidement. Donc nous avons décidé de nous inspirer de ce système-là pour installer des canaux dans notre bouilloire qui vont distribuer la chaleur uniformément à l'intérieur de la bouilloire plutôt que d'avoir un point chaud unique comme c'est le cas dans les bouilloires actuelles. Alors, le nautile dispose d'un système de remplissage chambre par chambre. Ce sont des ballasts qui, comme les sous-marins, lui permettent de descendre plus ou moins profondément vers les fonds marins. Nous avons repris ce principe qui nous a inspiré pour concevoir un système de remplissage chambre par chambre pour remplir que la quantité d'eau désirée. L'utilisateur, en faisant pivoter le bouchon, va pouvoir remplir l'équivalent d'une tasse, de 2 tasses, 3 tasses ou 4 tasses pour ne chauffer que ce dont il a besoin.
Donc l'ours polaire a été la source de 2 inspirations, et une source d'inspiration pour le matériau. Dans un premier temps, il a sous sa peau une épaisse couche de graisse qui permet d'éviter les pertes par conduction thermique. On s'est donc inspiré de ce matériau pour nous proposer la terre cuite ou la céramique à la place du métal. La deuxième source d'inspiration est une source structurelle, c'est-à-dire qu'en surface de sa peau, il a des poils blancs qui sont creux, qui emprisonnent une couche d'air à un volume assez important, permet d'éviter les perditions par convection, donc par les courants d'air au contact de la peau. Donc on a restructuré la surface de la bouilloire avec des petits picots creux pour avoir cet effet d'isolation supplémentaire. Alors les points forts de cette bouilloire sont doubles. On a d'une part l'impact environnemental qui est extrêmement réduit, et d'autre part une bouilloire très performante du point de vue de la fonction, de l'usage. À l'échelle de l'habitat, il y a d'autres applications pour la recherche qu'on a faite, à commencer par simplement changer d'échelle. Si on réfléchit au ballon d'eau chaude pour l'eau chaude sanitaire, ou encore à l'isolation, même au chauffage, il y a beaucoup d'applications qui peuvent être issues du simple fait de chauffer de l'eau qu'on a exploré avec la bouilloire. Cette bouilloire, appelée Nautile, peut de plus être imprimée en 3D. Elle est la preuve que l'on peut réaliser des objets du quotidien parfaitement durables et beaux, tout en s'inspirant de la nature. Voilà, donc je voulais vous présenter cette partie sur l'application de la bio-inspiration, du biomimétisme, avec une vidéo. Vous voyez que voilà, on parle de plusieurs choses. On parle de la durabilité faible, parce qu'on nous a présenté un exemple de transfert de ressources, du bisphénol au métal, qui a créé des problèmes. Du coup, se pose toujours dans un projet l'importance de l'impact. L'impact du projet sur les enjeux. Et dans ces enjeux, on a l'enjeu humanitaire. Donc là, je voulais revenir un petit peu sur ce point avec vous. Comme on a beaucoup d'étudiants aujourd'hui présents dans des associations qui ont cet objectif, je vous propose de revoir ça en quelques chiffres. C'est des choses que vous connaissez. Donc aujourd'hui, on dénombre environ 20 crises humanitaires dans le monde. On a environ un humain sur 33 qui est dans le besoin. Voilà, donc ça, c'est un constat qui a été fait par l'ONU. Et si l'on voulait aujourd'hui résoudre tous ces problèmes, survenir aux besoins de tous ces humains, il faudrait fournir aujourd'hui 35 milliards de dollars pour cette aide et pour résoudre ces crises. Alors, ces crises, elles ont de nombreuses causes, économiques, environnementales et sociétales. Alors, on a les conflits armés. Aujourd'hui, ça représente 80% des besoins en aide humanitaire. Alors, le problème, c'est la régionalité. C'est les groupes armés qui se multiplient, et puis avec des causes qui peuvent être ethniques, religieuses, ou liées à des tensions, du dérèglement climatique, de la pauvreté, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Il faut savoir que à cause de ces conflits, on a plus de la moitié des réfugiés qui viennent principalement de 4 zones de guerre là dans le monde, qui ont été identifiées aussi par l'ONU, et 90% des victimes sont des civils, parce que les conflits ont lieu en zone urbaine, et puis on a aussi des dégâts sur les infrastructures, les écoles, les hôpitaux, et ce qui crée aussi de l'insécurité pour les aides humanitaires dans ces zones de conflit. Il y a beaucoup plus d'incidents là pour les travailleurs humanitaires qu'avant. Une autre cause, c'est l'insécurité alimentaire. On a 690 millions de personnes dans le monde qui souffrent quotidiennement de l'insécurité alimentaire. Ça veut dire qu'on a environ un humain sur 10 qui souffre de la faim. Les projections sont plutôt sombres sur ce domaine-là, bien que l'ONU prévoit une diminution des crises de la faim sur le continent asiatique. On prévoit une augmentation importante sur d'autres continents, dont l'Afrique et l'Amérique latine. Il y a le dérèglement climatique, qui est un facteur majeur de l'insécurité alimentaire, à cause des sécheresses, et notamment, on peut citer l'assèchement du lac Tchad, par exemple, et dans d'autres zones. L'augmentation du nombre de catastrophes naturelles, avec les inondations, les raz-de-marée, etc. Donc on est quand même sur 2 fois plus aujourd'hui d'événements comme ça extrêmes qu'il y a 30 ans. Donc on observe vraiment une augmentation de cette cause-là. L'épidémie et les faiblesses des systèmes de santé, c'est un problème aussi, un facteur majeur d'émergence des crises humanitaires.
Et sur les 10 dernières années, on a vu que les épidémies étaient de plus en plus fréquentes. C'est environ 7% d'augmentation par an. Et puis, la Covid-19 a bien sûr montré un premier cas de généralisation d'une épidémie qui marque aussi des risques à venir. Voilà, il y a une cause aussi qui est liée à la pauvreté, qui est un facteur aggravant, hein, qui explique aussi souvent la faiblesse des systèmes de santé. L'augmentation de la population également mondiale, hein, qui de temps en temps, alliée à la pauvreté, peut augmenter le nombre de conflits. Et puis, voilà, on a eu aussi sur cette pauvreté d'autres implications dues à la Covid et dues aussi à l'augmentation, hein, du prix des denrées alimentaires depuis quelques années. Enfin, on peut citer les déplacements de la population qui sont dus aux conflits armés, au dérèglement climatique, hein. Donc, je parlais tout à l'heure de zones qui sont en train de se dessécher, qui souffrent de la sécheresse. Donc, ça fait à peu près, sur les déplacements de population, on compte à peu près 25 millions de personnes, hein, qui ont dû quitter leur habitat. Et puis, il y a aussi les conflits autour de l'eau, qui créent aussi des stress importants, hein. Il y a des zones dans le monde où les agriculteurs et les éleveurs, hein, ont besoin d'eau et où ça crée des tensions. Tout ça est interconnecté. Et on voit que lorsqu'on parle de causes pour les crises humanitaires, il faut prendre en compte toutes ces causes de façon un peu systémique, puisque un conflit armé va amener des déplacements de population, l'insécurité alimentaire, la faiblesse des systèmes de santé lorsque les hôpitaux sont bombardés ou pris d'assaut par voilà, un nombre de blessés importants qui sont souvent des civils et puis qui peut conduire à des épidémies. On a aussi la pauvreté. Et donc, si on prend cette fois-ci le côté de la pauvreté, on voit qu'il y a un lien avec l'insécurité alimentaire. L'extrême pauvreté empêche de s'adapter au dérèglement climatique et ça provoque encore une fois des faiblesses des systèmes de santé et des interactions. Donc, on voit que quelle que soit la cause, elle est liée à d'autres causes et ça complique la situation. Donc le dérèglement climatique, on l'a dit, ça provoque des déplacements de population, ça agit sur la pauvreté, sur les conflits armés et sur l'insécurité alimentaire. Et quand on lit l'extrême pauvreté et l'insécurité alimentaire, eh bien, voilà, on a des déplacements de population, des conflits armés. Alors lutter contre les crises, c'est pas simple. Aujourd'hui, l'ONU parle beaucoup de perspectives systémiques avec, voilà, il faut faire attention au cycle, il faut faire attention à l'interconnectivité et on préfère aujourd'hui les approches dites intégrées. L'Union européenne, par exemple, utilise un nexus humanitaire, développement, paix pour agir en même temps sur ces 3 axes afin de venir en aide aux pays qui en ont besoin. Alors pour lutter contre les crises, on peut citer la réunion, hein, de l'ONU de ses 193 États membres qui ont établi en 2015 un programme de développement durable avec des objectifs à l'horizon 2030. Cela induit une transformation du monde visant à éradiquer la pauvreté en assurant une transition vers un développement durable. Ce qui est intéressant, c'est qu'à cet égard, tous les pays sont en développement durable. Voilà, et donc ça, c'est quelque chose qui rassemble. Et bien sûr, pour aider à comprendre ça, il y a je vous ai mis ici l'Oxfam, qui est une agence et qui avait produit le donut, la théorie du donut, qui place au centre l'espace sûr et juste pour l'humanité, et aussi une zone de laquelle il ne faudrait pas sortir, avec un plancher social, avec les besoins, hein, de l'humanité, et puis un plafond environnemental au-delà duquel il faut éviter d'aller. Et alors, aujourd'hui, le problème, c'est quand on fait le constat, on se demande, on s'interroge sur quel développement est possible, parce qu'on a déjà franchi certaines zones de ce plafond au niveau environnemental, et on sait aussi qu'au niveau sociétal, on a beaucoup de problèmes à résoudre. Souvent, on dit, hein, pour résoudre la crise de la biodiversité dont on parle, il faut également prendre en compte une autre crise, d'autres besoins au niveau social, et ça, c'est une vision qu'il faut avoir voilà, un peu plus systémique. Alors, les causes directes, hein, des crises humanitaires, je vous l'ai dit, elles sont ici présentes, hein, dans les ODD. Donc, on retrouve lutter contre la pauvreté, la faim, maintenir les systèmes de santé, aussi agir sur l'eau et l'assainissement,
agir pour l'environnement et enfin la paix, la justice, et voilà, afin d'éviter les conflits armés. Alors je vais vous présenter un peu le Lions Club, par exemple, qui est, grâce à sa fondation, considéré comme une ONG, agit aujourd'hui sur 3 de ces objectifs de développement durable, donc notamment la faim, la santé et l'environnement. Donc les ONG se rassemblent comme ça, elles sont de plus en plus nombreuses, il y a de plus en plus de besoins pour travailler sur différents axes hein, des ODD. Le biomimétisme, quant à lui, a été reconnu pour résoudre ou intégrer On a perdu le son. Votre micro est coupé. Ah, ça fait longtemps qu'il est coupé? Ok, donc je reprends sur ce... 2 minutes, même pas 1 minute. Ah d'accord. Très bien, donc ces ODD, là, le biomimétisme, résout 11 des 17 ODD, c'était reconnu pour ça, et vous avez également, de par la constitution de ces ODD, hein, il y en a 4 qui sont liés au maintien de la biosphère, il y en a ici 8 qui sont liés au maintien des sociétés et à la sauvegarde des enjeux sociétaux, et puis 4 qui sont liés à l'économie et au développement. Donc, on voit ici que le biomimétisme peut intervenir dans des projets pour une vue peut-être un peu systémique et pour une inspiration sur des moyens durables. Alors, je voulais vous donner quelques exemples. Alors, le premier, c'est les enjeux liés à l'énergie propre avec un coût abordable. Alors, on a plusieurs projets en cours de développement. Il y en a un américain qui s'appelle Whale Power, qui réutilise ici les structures qui sont présentes sur la nageoire de la baleine et qui optimise les flux et la traînée de la baleine lors de sa nage et qui lui donne son agilité. Ce genre de structure a été mise en place sur des pales d'éoliennes, ce qui a permis d'augmenter l'efficacité hein, de ces éoliennes et a permis aussi d'augmenter le rendement de 20%. Ce qui est important aussi, puisqu'aujourd'hui, l'éolien subit beaucoup de critiques hein, de par sa constitution en éléments qui sont peu ou pas dégradables ou respectueux de l'environnement, et puis aussi sur les nuisances que cela peut induire. On a un autre projet, Ilenergy, qui s'inspire de la nage des poissons, de l'anguille, afin de capter l'énergie hydraulique et de la transformer en électricité. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, on stocke l'énergie sous forme d'eau avec des barrages et que ces barrages créent des problèmes puisque un cours d'eau n'est pas fait pour être arrêté, mais pour circuler, puisqu'il emmène avec lui de la biodiversité. Et notamment en France, récemment, EDF a décidé de modifier un barrage en hauteur notamment afin de permettre à nouveau à une espèce marine, un saumon, de pouvoir effectuer sa migration de 800 km hein, de l'intérieur de la France vers la mer. Et donc, du coup, voilà, vous voyez que stocker l'énergie comme on le faisait avec les barrages, c'est bien, mais si l'on peut ne pas empêcher la circulation d'eau, et donc ça, c'est le projet Ilenergy. Donc, Ilenergy, c'est une hydrolienne qui va vraiment suivre le courant, donc il faut des courants assez forts, et qui va le transformer en électricité. Donc c'est un projet qu'on suit ici, puisqu'on connaît bien l'équipe qui travaille dessus, et c'est des appareils qui vont fournir beaucoup d'électricité. Ce n'est pas des petits appareils, hein, et donc ça, c'est plusieurs mégawatts. On a dans un autre objectif, c'est plus la consommation et la production responsable. Donc, on sait que la collecte d'eau est un problème. Beaucoup de projets, aujourd'hui, s'inspirent de la carapace bosselée du scarabée du désert de Namibie, qui, le matin, se place en haut des collines, des dunes de sable, et capte l'humidité grâce à ces structures. La
la vapeur d'eau se condense et puis elle coule vers sa tête et il boit. Aujourd'hui, on a des panneaux solaires, des filets qui imitent ce système pour collecter de l'eau. On a également, on vous a parlé dans la vidéo de la termitière et de sa régulation thermique. Il existe un bâtiment qui a été conçu selon ce principe et qui a permis d'avoir une clim passive à l'intérieur du bâtiment. C'est l'Eastgate Center. Et donc, voilà, ce bâtiment hors norme imite la structure et la circulation d'air à l'intérieur de la termitière. Donc, on voit qu'il y a des possibilités ici de développer, là où c'est nécessaire, des moyens vertueux et qui utilisent ces principes d'innovation du vivant. Et puis, je vais redonner un exemple, c'est l'eau potable et l'assainissement, puisque avoir de l'eau, c'est une chose, mais ensuite, retraiter l'eau est un impact. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de projets qui sont en développement. Donc, vous voyez ici la zone libellule, avec tout un tas de bassins, avec des espèces végétales. On va venir de la zone d'épuration, filtrer l'eau pour lui permettre de se remettre dans un cours d'eau. Alors, ces projets-là, ça fonctionne bien. Et en plus, c'est positif pour la biodiversité. Alors ici, dans le nord de la France, on a un canal, le canal de Roubaix. Et en fait, on a une station d'épuration qui va faire déverser de l'eau dans des mares avec différentes espèces. Et à la fin, l'eau n'est pas encore potable, mais elle est réinjectée dans le canal, puis dans un système qui va rendre l'eau potable, mais en tout cas, elle est assainie. Il y a beaucoup de déchets qui ont été absorbés, et le parc autour s'est développé, et on revoit beaucoup de diversité du vivant, au point que on a vu apparaître, et quand on organise des randonnées, on voit l'apparition, le retour des castors, qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Et donc voilà, c'est quelque chose de vertueux et qui permet à la fois de rendre un service tel que le fait la nature, les services écosystémiques, et d'allier développement durable. Alors, je vais terminer par la coopération internationale, puisque c'est un peu le sujet aujourd'hui. Si l'on prend 4 principes du vivant, la récompense de la coopération, l'encouragement de la diversité, optimiser plutôt que maximiser, je parlais d'imaginaire modifié, le mieux n'est pas forcément le plus. Et puis, l'organisation grâce à l'information, eh bien, on voit que les États, les populations, les ONG peuvent mieux peut-être redistribuer les ressources et avoir cet usage qui est compliqué puisque la tension autour des ressources augmente. Aujourd'hui, voilà, c'est un véritable enjeu. La diversité, accepter la diversité aussi pour pouvoir être un accueil parce qu'on sait que les mouvements de population dont je parlais récemment sont des choses qui vont s'accentuer. On peut innover, on peut transformer certaines zones, mais on ne peut pas tout changer. Et là, c'est un problème. Et donc, ce sont des questions qu'il faut se poser. Et donc, on sait que ça, c'est du ressort non seulement des populations, des ONG, mais aussi des États qui doivent se concerter sur ce point. Et ce n'est pas la question la plus simple. Pour finir, voilà, je voulais vous présenter un peu ce point. Donc, on a parlé de biomimétisme. Le biomimétisme, c'est maintenir la durabilité, une durabilité forte, c'est-à-dire prendre en compte les limites des ressources dans les projets, mesurer les impacts, et puis l'humanitaire, qui vise aujourd'hui par ses actions à améliorer ou maintenir des conditions de vie pour les personnes qui sont touchées par ces défis, par ces enjeux. Alors, quand on regarde du point de vue de la durabilité, eh bien aujourd'hui, la durabilité, c'est prévenir et protéger. Et au niveau des conditions de vie, aujourd'hui, c'est aussi prévenir grâce à des plans de développement et réparer aussi beaucoup. C'est beaucoup réparer, en fait. Et donc, on voit que les conditions de vie, elles influencent la durabilité. C'est ce qu'on constate aujourd'hui de plus en plus. Et c'est difficile de maintenir ces conditions de vie lorsque, d'autre part, elles engagent un effet délétère vers la durabilité. L'espoir, c'est de se dire qu'en travaillant à la durabilité, on va façonner de meilleures conditions de vie. C'est vraiment un changement de paradigme. Et ça, c'est quelque chose, une transition qu'on vit aujourd'hui. Et c'est pour ça aussi que dans nos écoles, les jeunes s'interrogent sur ces questions et essayent de s'impliquer. On les félicite vraiment. Voilà, j'arrive à la fin de ma présentation. Je vous remercie vraiment pour cette opportunité. Je vous ai mis quelques liens pour des documents.
Et puis, je remercie la USME, bien sûr, pour cette invitation. Biome Impact Academy, donc c'est une équipe de Make Sense avec qui nous travaillons sur les programmes des élèves à l'ESME, sur l'application de ces techniques de bio-inspiration. Et puis le CBIOS, toujours en soutien et qui nous fournit aussi information et soutien dans le développement de cette démarche. Voilà, je vous remercie.